Comment ça va, Grégoire, en cette Ah, super semaine? Où est-ce que tu es physiquement, Grégoire, et géographiquement? Alors géographiquement, je suis dans le nord, le Grand Nord, en Suède. Donc voilà, parce que nos CRM, on est une équipe complètement détachée un peu partout dans le monde. Donc Ouais, voilà, moi je parle de Suède et pour ceux qui connaissent un peu la Suède, de Göteborg. Voilà. d'accord. Nord, sud, est, ouest. Euh, Côte ouest, la West Coast. Voilà, côte Ok, West Coast. ok. Donc la West Coast de la Suède. Puis après, je pense qu'on aura l'occasion de parler de tes collègues, où est-ce qu'ils se situent, comment ça se passe, etc. De toute façon, on va pouvoir démarrer. Euh, Logiquement, live doit être bien en place. Donc, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents sur le live. Le but aujourd'hui étant de parler d'expansion à l'international. On va donner quelques clés, ou en tout cas les meilleures, pour un go-to-market réussi avec Grégoire, que je vais laisser se présenter pour ce 17e live Top Flop par Cognism. Grégoire, je te laisse je laisse l'appareil. Merci. Bah écoute, déjà Vincent, merci pour l'invitation et merci l'équipe Conism et Gasper de me recevoir. C'est cool. En tout cas, surtout parler de ce sujet-là. Moi, je m'occupe de la partie growth au sein de nos CRM. Ça fait 7 ans que j'ai rejoint l'équipe. Donc voilà, et avant de rejoindre nos CRM, j'ai eu quelques expériences sur différents marchés, tels qu'en Espagne, à Barcelone, en Belgique aussi, et puis bien sûr aussi en France. Donc voilà. Et un petit mot sur nos CRM, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais voilà, nos CRM, on a un logiciel de prospection commerciale. Donc ça veut dire qu'on est dédié pour les commerciaux, on est disponible en 6 langues, donc ça veut dire qu'on est ouvert à plusieurs pays. Et les gros chiffres, en gros, 14 000 utilisateurs dans plus de 80 pays. Et le but aujourd'hui, c'est vous partager un peu pourquoi, comment on en est arrivé là, un peu partout dans le monde. Ok, écoute, c'est une belle presse, Grégoire. Et puis tout de suite, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, avec notamment la première question. Comment choisir son premier marché? Voilà, parce que ça, c'est une question, je pense, assez forte, qui devrait parler à toutes les personnes qui veulent s'étendre à l'international. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire, nous, sur ce sujet, Grégoire? Alors déjà, je pense que c'est déjà identifier le besoin. Donc c'est un vaste mot. Parfois, on a un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire. Parfois, on peut foncer dans, je sais pas, on va faire appel à un cabinet, je sais pas, qui est spécialisé dans les études de marché, tout. Mais à notre échelle, ou enfin tout ce qui s'est passé pour nos CRM, en fait, c'est qu'au début, voilà, il y avait vraiment une frustration de la part de notre CEO d'utiliser un CRM. Il a fait bon, non, mais là, faut que je demande autour de moi s'il y a des gens qui ont un petit problème avec les CRM en général pour vendre en tant que commercial. Et donc, en fait, il a fait une étude, c'était via un formulaire et une landing page. Et il a payé un peu de ads, en fait, pour identifier un peu est-ce qu'il est le seul à être frustré de l'utilisation de CRM en tant que commercial. Et là, il y a eu un retour où c'était entre les 15-20% positifs, comme quoi, non, ça va pas du tout. Donc là, voilà, identifier le besoin déjà. Identifier Ouais, le besoin, ça vaut le coup de lancer son produit. Et ensuite, après, nous, ce qui s'est passé, c'est que nos CRM, donc ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché, en fait, on l'a déjà vu à l'international, parce qu'à partir du moment où déjà tu codes un SaaS, déjà tu le fais en anglais. Donc du coup, indirectement, tu développes déjà et tu crées déjà un outil en anglais. Après, en français, parce qu'on avait la ressource en France. Et en plus de ça, on avait une personne, on l'a toujours, Mariana, une personne qui justement parle plusieurs langues. Et on s'est dit, en fait, le produit, il est là. On a commencé à développer quelques fonctionnalités. Il était facile à traduire au début. C'était pas un mastodon en fait avec plein de fonctionnalités. Où là maintenant, demain, on va ouvrir un marché. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps ouais. pour le mettre à jour. Et donc là, en fait, directement, nos CRM, ça a été disponible en 4 langues. Donc 4 langues, ça veut dire quoi? Français, anglais, espagnol, portugais. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que une langue, en fait, ça dépasse un pays. Voilà, il n'y a pas qu'en France qu'on parle français. Et c'est pareil, en fait, pour les langues qu'on a choisies, telles que l'espagnol, le portugais brésilien et j'ai oublié l'anglais. Donc voilà, l'anglais, c'est global. Enfin voilà. Donc du coup, directement sur le marché, on a été en 4 langues. Voilà. Ok. Et ça, c'est en termes de temporalité, ça représente quoi? C'était directement dès la première année, en tout cas, je te dis, dès qu'on a commencé à développer le produit, c'était en 4 langues. Et après, justement, plus tard, moi, quand j'ai rejoint l'équipe, justement, parce que j'ai ouvert le bureau germanophone de nos CRM
à Berlin. Donc, c'était 4 ans après, donc 2018, oui. On s'est dit, bon, bah, il faut l'adapter en italien et en allemand. Et c'est pour ça que maintenant, on est en 6 langues. Donc, il y a quand même une réflexion, en fait, sur, tu regardes ton business, OK, bon, déjà sur 4 langues, tu regardes justement ce que ça t'a apporté. Et puis après, justement, là, on a ouvert d'autres marchés et on l'a traduit justement en allemand et en italien. Voilà. OK, OK. Donc si on récapitule, pour bien choisir son premier marché, donc en sachant que vous avez fait quand même assez fort, avec 4 langues, dans un premier temps. Heu, pour une boîte qui, voudrait choisir un premier marché, je pense qu'une boîte française, elle va choisir l'anglais, Mm. en logique, et puis peut-être après, espagnol. Heu Qu'est-ce qui a fait que, versus un premier marché, vous vous êtes dit: «Bon, ben voilà, concrètement, on va partir sur 4 langues»? Ouais. Bon, déjà, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que nos CRM, c'est un SaaS. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça fait partie du business des logiciels où c'est en ligne, d'accord? Et on est en low touch. Donc, low touch, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a un process vraiment commercial inbound, d'accord? Donc, ça veut dire, en fait, nous, derrière, j'ai une ressource commerciale où, en fait, il y a des commerciaux qui contactent les gens qui utilisent nos CRM, qui ont créé un compte. D'accord? Donc, à partir de là, en fait, déjà, je veux dire, du low touch, c'est pas la même demande en fait les mêmes besoins que par exemple une entreprise qui a envie qui fait du high touch, donc ça veut dire qu'il doit faire de la haute bande, qui doit vraiment contacter ou qui a un service qui est vraiment coûteux en fait. C'est pas du tout les mêmes stratégies, soyons réalistes. Et un autre exemple, c'est que par exemple nous, on est en échange en fait avec nos utilisateurs en partie en ligne, d'accord. Et en fait, c'est au moment où je sais pas moi, on doit aller sur place au rendez-vous physique. Pour des boîtes, c'est vraiment des boîtes où high touch, justement, là, il y a besoin de prendre le temps, il y a un besoin de formation, choses comme ça. Mais nous, soyons réalistes, on a un outil en fait qui est super simple pour les commerciaux en gestion de lead. Et en fait, tout se fait justement après un rendez-vous, normalement, ou même 2 rendez-vous, le closing, OK, est-ce qu'on part avec nos CRM ou pas? D'accord? Donc, c'est pour ça, pour dire que vraiment, en fonction de comment est votre service, votre offre, vous pouvez décider, OK, est-ce que je peux me permettre de m'intersonnaliser comme ça, avec une traduction de mon service en plusieurs langues, après, justement, bah, tout ce qui va avec le marketing commercial, ou justement, est-ce qu'il faut que j'y aille mollo, à me dire, bon, bah, déjà, il faut peut-être que je me concentre sur mon marché local pour voir la plus-value. OK? Ouais, 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 ouais. C'est important, en tout cas. Il faut bien faire la Ouais, différence, je pense. OK, OK, ça marche. Vraiment se baser sur, du coup, en revenant sur ce que tu disais, vraiment se baser sur, la typologie de produits, et le service associé, parce que ça, c'est quand même ultra important. Est-ce que ça nécessite, énormément de ressources humaines pour, voir à déployer peut-être, Mmh. dans un premier temps, puis assurer, du CSM derrière? OK, et puis, bah, un produit pas si, compliqué, que ça, donc très simple d'utilisation pour, une population, qui finalement, de par leur travail au quotidien, ont besoin de ce genre d'outils, donc d'une simplicité, heu, incroyable, Ouais, c c'est ça. C'est en fait pour reprendre ce que tu disais, c'est vraiment aussi une question de cible. Donc en fait, nos CRM, c'est utilisé par des commerciaux, mais de quelle commerciaux on parle? Parce que juste le mot commercial, ouais, tout toi qui connais, il y a tout type de commerciaux. En fait, nos CRM, c'est vraiment utilisé par des solopreneurs, mmh, d'accord, qui vont utiliser nos CRM et qui vont découvrir la vente, et aussi des PME. Donc qu'est-ce qu'on entend par PME? En fait, c'est des entreprises, il y a une équipe commerciale où en fait les commerciaux tous les jours ils font des calls, tous les jours ils font des emails, et en fait leur priorité, bah, c'est de créer des leads rapidement et vraiment les closer. Ils ne sont pas dans la collecte des données. Et justement, nous, bien sûr, on a peut-être des grosses entreprises qu'on peut dire grand compte, mais justement, quand on fait du grand compte, ça, c'est pas notre cible principale, d'accord? Mais justement, quand on fait du grand compte, bah là, c'est exactement ce que je te disais, où là, peut-être une internalisation, ça prend un peu plus de temps, il faut un peu plus réfléchir déjà, parce que quand tu vises un gros compte, bah voilà, je veux dire, c'est sûr, il faut peut-être que tu te rendes sur place. Justement, il y a une prise de décision qui est beaucoup plus longue, c'est beaucoup plus hiérarchisé. Tandis que nous, bah, en tant qu'un solopreneur et une PME, bah voilà, je veux dire, le process de décision, c'est pas la même façon, en fait. Je veux dire, ça peut être assez rapide de prendre nos CRM ou pas. Voilà. ouais, ouais, OK, donc finalement, c'est ça, les équipes plus petites ou les solopreneurs, entrepreneurs, donc experts de leur domaine qui font, qui sont le premier commercial de leur boîte,
Même s'ils ont des équipes derrière, pas forcément des équipes commerciales. Le but étant de se dire: «On va pas perdre nos leads, on va pas perdre, entre guillemets, le cycle de nos business» et derrière ça reste relativement simple. OK, et donc oui, finalement, peut-être des comptes un peu plus importants à se dire: «Oui, avoir quelqu'un sur place parce que, bah, ça va rassurer le compte en question». Avoir quelqu'un sur place parce qu'il y aura peut-être besoin de tests un petit peu plus, approfondis. Et puis après, c'est, bah, tout ce qui va, tourner finalement autour de l'outil. Hem et là, en l'occurrence, pour nos CRM, on n'a pas envie qu'il y ait, 1 500, features qui viennent tourner autour de l'outil pour l'alourdir et donc finalement, nécessitant beaucoup plus de monde, humain, moyen humain même, pour faire en sorte que toutes ces connexions, interconnexions se passent bien. OK. Donc on en est sur son premier choix de marché. Donc, si je récapitule, ton premier choix de marché, c'est, finalement, ça a été le marché où, 4 marchés, vu que enfin même beaucoup plus que 4 marchés ou à part si on partait du principe qu'un marché, c'était une langue. Hem, 4 langues avec des personnes qui assurent plusieurs langues en interne, C'est c'est ça. ça? OK, Multicast. Au début, en fait, surtout, c'est que nous, on est dans nos CRM, c'est une équipe de 20 personnes, justement, on est tous en détaché partout dans le monde. Oui, à notre stade, c'est sûr qu'on est dans toujours une phase de multicasquette, mais à l'avenir, en termes de croissance, justement, on doit, justement, là, on est vraiment dans une situation où, justement, on doit rester sur le marché et s'expandre et, justement, rester sur du long terme. C'est sûr qu'après, justement, on devient du multicasquette à vraiment quelque chose de plus personnalisé, justement, et spécifique. Enfin, voilà, moi, je veux dire, à l'avenir, aussi bien pour l'Allemagne, l'Italie. Enfin, on aura besoin vraiment d'une personne qui représente vraiment la marque non-stop parce que justement, on est encore dans les stades comme ça où on doit parler plusieurs langues, ça c'est sûr. Donc, ouais. OK. Alors, j'ai une question, je Ça viens commence déjà, les ouais, questions. je viens de voir. Alors la question, elle est pas sur l'expansion, donc sur les actions de prospection. Alors peut-être que c'est lié à l'expansion. Je vais demander, donc à Thérèse peut-être de Non, nous mais en c'est dire un peu intéressant parce qu'il y a moyen de faire un lien avec l'expansion. C'est qu'en fait, donc du coup, juste pour l'audience, pour bien remettre le contexte, nos CRM à la base, c'est vraiment justement né vraiment du problème que les commerciaux, en fait, ils peuvent être traumatisés ou ils sont vite fatigués, en fait, de remplir de la donnée dans un CRM. Et nous, justement, nos CRM, on a vraiment créé un outil au début avec quelques fonctionnalités où, en fait, tu ne perds pas de vue tes opportunités et on respecte cette philosophie. Et en fait, on veut que le commercial, il s'amuse et il passe un bon moment avec un outil pour closer des deals. Et en fait, ça aussi, où j'ai oublié de te dire, Vincent, c'est qu'en fait, on respecte notre philosophie, en fait, où on veut que vraiment les commerciaux ils prennent leur pied à utiliser nos CRM et qu'ils closent plus de deals. Donc, en fait, déjà, respecter sa philosophie, c'est important parce que même maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on est sur le marché, on a plein de nouvelles fonctionnalités. D'accord, il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées et heureusement pour nous. Mais je veux dire, on est resté quand même au cœur du truc où vraiment, voilà quoi, on ne perd pas de vue ces opportunités et on a un truc simple pour les gérer. Et vous n'êtes pas marketeur, vous n'êtes pas support, vous êtes vraiment commercial. Donc ça veut dire gérer votre affaire et ne pas la perdre de vue. Parce que c'est un des problèmes que les commerciaux rencontrent le plus souvent. Et on les connaît, les commerciaux qui justement disent je suis fatigué de mettre à jour mon CRM et perdre mon opportunité. Donc déjà ça, quoi. OK, ça marche. Bah, j'espère qu'on a répondu à Thérèse. Finalement et pour la suite, la question c'était comment passer de l'ouverture, à l'expansion? Parce que bon, bah, ouvrir un nouveau marché, c'est ouvrir un nouveau marché, hein, donc tu as le choix de la langue, mais après tu as l'expansion, qui va avec. Comment tu passes de: «C'est bon, on ouvre ce marché» à, «C'est bon, on va mettre en place l'expansion sur ce marché»? Comment vous avez fait vous, Ouais. pour parler des 1res expansions? Heu, Ouais. Bah, écoute, déjà l'ouverture, et ça, c'est juste pour donner quelques informations et quelques aides, mais déjà pour une ouverture de marché, pour se faire un peu connaître, soyons réalistes, il faut un peu de marketing et un peu de visibilité. Donc nous, quand on est en ligne, bah, à l'époque, oui, il y a Google Ads ou des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. Tu peux aussi justement te faire montrer un peu dans le réseau des gens qui parlent de tout ce qui est solutions commerciales ou même les groupes de différents commerciaux. Donc il y avait tout comment dire, un petit réseau de médias justement aussi bien en France. On connaissait déjà un peu de monde.
donc des médias qui parlent de nous, et aussi justement dans les autres langues. D'accord. Et ensuite, en fait, comment on passe cette stratégie? En fait, OK, on a une base de clients. On a une base de clients qui sont là, qui utilisent nos CRM. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte et il n'y a pas une solution magique, hein. Enfin, je veux dire, de nos jours, c'est fini. Il n'y a plus le hack juste pour grossir sur le marché. Il faut tester plusieurs choses. Et parmi ces différentes choses, bah, comme je vous l'ai dit déjà d'une, c'est construire votre réseau de partenariat, d'accord? Montrer justement que vous êtes une référence dans ce domaine-là. Donc voilà, nous, nos CRM, justement, on est toujours en contact avec différents acteurs dans la prospection commerciale. D'accord? Donc ça, c'est important. Et justement, et ça reprend justement ce que Thérèse nous demandait un petit peu, plus ou moins sa question, c'est qu'en fait, on n'est pas les seuls en fait dans ce domaine-là. Et en fait, on a créé différents types de partenariats ou par exemple des partenariats technologiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'en fait, nos CRM se connectent à plein d'autres solutions ou en fait qui sont aussi importantes pour les commerciaux, telles que des VoIP. Donc, les VoIP, c'est quoi? C'est peut-être que vous connaissez Aircall ou Ringover. Mais en fait, nous, c'est pas notre spécialisation. Notre spécialisation, c'est la gestion de lead. Et ben en fait, c'est aussi important d'être avec un autre outil que les commerciaux utilisent. D'accord? Donc là, par exemple, bah, quand vous êtes sur un marché, bah, en fait, il faut peut-être commencer aussi à échanger avec les autres acteurs locaux qui sont aussi dans la vente. Donc là, c'est un exemple pour nos CRM où justement, et c'est pour ça que maintenant, on a une intégration avec plus de 8 outils parce qu'on sait qu'on a des clients où en fait, où c'est des équipes de télésales ou des équipes de prospection à froid qui font beaucoup de volume d'appels. Donc là, en fait, nous, demain, on ne va pas se mettre à développer des fonctionnalités comme Aircall ou Ringover ou d'autres outils. Et donc là, c'est vraiment important d'avoir des partenaires locaux ou justement qui se positionnent sur les mêmes marchés que vous. Donc voilà, donc là, cette notion de écosystème, il faut être dedans, il faut comprendre, d'accord? Et aussi l'autre partie qui est importante, c'est vous avez des clients, ok, pourquoi je les ai? Et les comprendre en fait. Donc en fait, ça c'est un truc super important, c'est vos clients, bah, bien sûr, déjà, s'ils restent longtemps, il faut vous poser la question, ok, mais qui ils sont? Parce qu'en fait, si vous avez un client dans tel domaine, ça veut dire que vous pouvez aller en chercher d'autres. Et donc c'est pour ça justement que nous, comme je te disais, la télésales, bah, on a créé vraiment une fonctionnalité vraiment qui est plus simple pour les gens qui passent les appels. Et justement, parce qu'on a étudié vraiment nos clients, on a vu comment les étudier, on a échangé ensemble et on a créé plein d'études de cas. Ou par exemple aussi, moi j'ai remarqué, on avait beaucoup d'agences de leads qui utilisaient nos CRM. Bah, je veux dire, à partir du moment où en fait, on voit il y a beaucoup d'agences de leads, et ben, on peut créer une étude de cas, on peut contacter, on peut échanger avec eux. Et justement, dans d'autres marchés, on peut essayer d'avoir des agences de leads et on a ce qu'il faut pour prouver que justement des agences de leads utilisent nos CRM. Donc vraiment, regardez en fait dans vos premiers clients, ça va être votre source pour la suite en fait de crédibilité, de dire bon bah si on a des clients dans ce domaine-là, on peut en avoir dans le même domaine dans d'autres marchés. OK, OK. Donc là, si je récapitule, pour comment passer de l'ouverture, à l'expansion, bah, il y a une phase de test, donc qui est ultra importante pour comprendre et pour itérer, derrière. Il y a la construction d'un réseau de partenaires technologiques, donc comme tu l'as dit, 8 features. Pourquoi? Bah, pour se faire un écosystème. Cet écosystème va permettre à se dire: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, je suis, chez, CRM, X, et je travaille sur CRM X avec un Ringover ou un Aircall et demain j'aimerais passer sur nos CRM, mais j'ai pas envie de tout changer. C'est-à-dire la feature elle est bien et j'aimerais continuer de bosser avec Aircall ou Ringover pour la partie call par exemple. Pas faire l'exemple pour toutes les features, mais en tout cas, si on prend sur la téléphonie, on va partir sur ça et de se dire bon bah voilà, je change de CRM, mais c'est pas une raison de devoir changer la partie outil d'appel. Et donc logiquement, si demain tu as passé ce partenaire techno chez nos CRM, bah, concrètement, tu peux passer à côté de ce business parce que tu n'es pas intégré avec un Ringover ou un Aircall. Donc, OK. Et puis derrière aussi par rapport à l'expansion, moi j'ai noté ce que tu me disais là sur la verticalisation des typologies de clients, bah, notamment les agences de lead gen Mhm. ou les agences de prise de rendez-vous assez classique. Et c'est le fait de se dire: «Bon, bah, voilà, aujourd'hui, c'est une agence, voilà, on en a une, ça se passe bien, c'est intéressant, ils ont une bonne utilisation, pardon, de nos CRM. Bon, bah, voilà, on va verticaliser». Et puis, de toute manière, ça, c'est bien pour nos CRM, mais c'est bien pour, l'intégralité des boîtes, qui se lancent et qui ont déjà la chance d'avoir,
quelques clients différents, c'est mieux, hein. Sinon, chaque client différent va donner lieu à une verticale ou en tout cas si c'est intéressant et donc toujours repartir dans une boucle comme ça, verticale, test, expansion, verticale, test, expansion. Donc c'est comme ça que vous avez monté vos expansions, vous, à l'international, c'est-à-dire vous avez eu quelques typologies de clients et puis all-in dessus via use case et finalement t'en arrives à te dire bon bah voilà, aujourd'hui mes cibles de manière générale c'est des petites équipes commerciales, grandes pour certains typologies peut-être de d'industrie et les entrepreneurs ou solopreneurs ou en tout cas personne seul aux commandes de son business. En tout cas sur la partie commerciale, expert de son domaine, mais pas du tout sur la partie commerciale. Et en tout cas, elle a besoin d'un outil qui va répondre aux basico-basiques de la vente, c'est-à-dire faut que je relance, faut que je sache quand relancer, faut pas que j'oublie rien du tout. Finalement, c'est juste un second cerveau commercial qui vient t'aider à te rappeler des choses utiles pour ton business au quotidien. Ok. J'ai Après, oublié quelque chose. non, je complète juste où en fait aussi parfois il faut vous dire que en fait, nous on est donc voilà, on est, comme je disais, on est un peu multi-casquette, on a une partie commerciale où en fait la partie commerciale aussi est vachement liée à, nous on est vraiment on est dans le closing où en fait on est en contact, on est déjà dans du closing parce que voilà, il a créé un compte, il a découvert nos CRM et en fait ce qui nous intéresse aussi et ce qui est super important, c'est comprendre en fait la fonctionnalité qui lui a fait donner envie de créer son compte. Donc déjà échanger autour de ça. Et en fait, après, garder le contact avec le client, ça c'est vachement important. Parce que en fait, pour certains marchés, donc moi je donne mon expérience, mais par exemple, je me suis occupé du marché d'art. Donc le marché d'art, c'est Allemagne, Autriche et Suisse. Et en fait, en ayant un contact proche et en fait avec les différents clients et qui me partagent justement la fonctionnalité qu'ils aiment bien ou choses comme ça, et ben en fait derrière vos clients, faut pas oublier, mais c'est vos ambassadeurs aussi. Donc ça c'est une autre stratégie aussi, c'est vraiment dire que vos clients en fait ils peuvent recommander aussi votre solution. Et ben voilà, pour des marchés tels que par exemple l'Allemagne où c'est très compliqué, c'est un marché très sérieux et c'est très dur en termes d'acquisition, de marketing, le budget est important. Et ben voilà, moi par exemple en Allemagne, je sais qu'on a des clients qui sont là depuis tellement longtemps et qui recommandent que limite le fait qu'ils recommandent en termes, enfin limite il n'y a même pas besoin de quelqu'un derrière pour closer nos CRM parce qu'ils le connaissent tellement bien l'outil qu'en fait ben voilà, on a acquis des nouveaux clients par nos clients qui jouent vraiment le rôle à 100% d'ambassadeur. Donc là, c'est un peu une troisième partie que je donne, où vraiment on veut dire que vos clients, c'est eux aussi qui peuvent vraiment bien recommander votre solution. Ouais, et on en viendra après pendant le live où le fait de se dire, bon, ben voilà, c'est chaque pays va avoir des particularités. Donc, que ce soit dans la recommandation, que ce soit dans l'approche, que ce soit dans le développement. Aujourd'hui, et de manière assez globale, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les ressources qui vont être nécessaires? Alors, soit par pays, alors soit on se dit, bon, bah, on parle des premières ouvertures et expansions, ou soit on parle des plus récentes. Peut-être parler des plus récentes, je sais pas ce que tu en penses, Grégoire. Hem, voilà, peut-être que ça va être les plus parlantes, peut-être, ou un pays, qui est un super, cas d'usage, Ouais, bon, de toute façon, sur les le nom ressources. du live, c'est un peu vous raconter ce qui est bien pour nous, mais aussi vous dire des flops, hein. Donc, il y en a un, d'accord, mais c'est avec les flops, justement, on apprend à être un peu mieux pour la suite. Donc, voilà, après, moi, par exemple, je vais donner mon expérience personnelle. Donc, moi, j'ai ouvert le marché germanophone à Berlin. Et justement, on vous disait comment on peut tester le marché. Et en fait, dites-vous, quand vous ouvrez un marché, et ben en fait, la personne déjà d'une qui parle la langue, je vais vous apporter des informations pour bien vous adapter au marché. Donc moi, j'ai un peu joué le rôle d'éclaireur au début. Et un des premiers trucs, c'est que par exemple, demain, vous voulez vous mettre sur un marché tel que l'Allemagne, par exemple, et que vous avez un SaaS, bah, des choses en fait qu'il faut prendre en compte. Et là, on parle de ressources, comment dire, techniques ou même, il faut le savoir, mais par exemple, l'importance des données en Allemagne. Si vous n'avez pas, par exemple, vous avez un SaaS et vous n'avez pas vos données en Europe, bah, bon courage. Ça va être très compliqué parce que voilà, historiquement, en Allemagne, justement, la protection des données, c'est vraiment en Europe. Et justement, si les données sont, par exemple, vos serveurs sont aux États-Unis, voilà, encore moins. Bref, c'est des choses comme ça, des petits éléments où en fait, là, vous n'avez pas le contrôle, mais il faut le savoir. Il faut le savoir parce que justement, vous allez pouvoir vous adapter. Et nous, c'est pour ça justement que là, maintenant, on a aussi bien nos serveurs en Europe parce qu'avant, on les avait pas forcément. Donc, je te laisse imaginer que Vincent, au début, c'était un peu,
Je vendais super bien nos CRM et j'avais des super bons contacts avec des germanophones qui disaient mais votre produit est super, mais de base, en fait, s'il n'y a pas ce critère-là, c'est pas possible. Donc déjà, identifier les critères où, en fait, qui dépassent le fait que vous êtes un super vendeur, que vous vendez super bien votre solution et en fait, qui ne dépendent pas forcément de vous, mais de la structure du marché. Et c'était exactement pareil aussi où on a en fait, la même année, en fait, on a ouvert l'Allemagne, on a ouvert aussi l'Italie et la Russie. Et la Russie, c'est la même chose, bien avant qu'il se passe les événements de maintenant, où justement, en fait, s'ils n'avaient pas les serveurs des utilisateurs russes en Russie, en termes légal, ça ne passe pas. Donc, il faut déjà être bon niveau ressources techniques par rapport au niveau légal. Ça, c'est déjà des trucs un peu... il faut le savoir. D'accord? Donc, ça, c'est super important. Ouais. Je sais pas, c'est un bon exemple, je trouve, en tout cas, déjà pour comprendre un peu les complexités d'un premier marché. Mais clairement. Ouais, donc finalement, il va y avoir des choses qui vont sur la partie ressources. Donc là, on est plutôt sur la ressource technique, Ouais. sur le RGPD. Et donc, du coup, bah, humainement, derrière, ça va peut-être demander pas mal de taf au support technique, justement, pour aller. Bah, tu fais quoi? Tu migres, en fait. Finalement, tu migres Oui, ta donnée. de ton côté, il faut déjà, moi j'ai bien expliqué tous les critères, j'ai bien expliqué justement tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Et donc voilà, maintenant, ça fait plusieurs années qu'on est en Europe et c'est sûr que déjà, c'est un critère enlevé qui est super important. Et aussi un autre exemple, mais par exemple, le fait qu'on était en espagnol, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'ouvre bien sûr à l'Espagne, c'est super, on est dans la même zone euro. Mais en fait, le fait que vous fassiez une solution en espagnol et vous produisez justement du contenu en espagnol, vous ouvrez aussi un énorme continent qui s'appelle l'Amérique du Sud. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en Amérique du Sud, bah, c'est possible en fait d'aller sur ce marché-là parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les gens en fait, ils sont prêts à utiliser votre outil et payer en dollars. Donc ça, justement, c'est des choses justement, bah là, il n'y avait pas ce problème parce que justement, les gens étaient prêts à payer en dollars. Ou à l'inverse, où justement, quand on est au Brésil, parce que du coup, on a la solution en portugais. Et ça, c'est très compliqué parce que déjà d'une, la concurrence est costaud au Brésil. C'est très agressif déjà d'une. Mais en plus de ça, c'est que bah, tout le monde paye dans leur devise et très peu en dollars. D'accord? Donc, c'est là où justement, c'est pas forcément une dynamique. Donc là, c'est un autre critère où là, on parle plus de serveurs, de choses techniques, mais aussi de justement comment les gens ils payent la solution, donc en termes de finances. Donc ça, c'est vraiment des choses, faut les savoir avant de partir. OK, le marché vaut vraiment le coup, on va s'expandre. Non, déjà, c'est déjà des trucs importants en termes d'ouverture de marché de savoir ça. Ça, c'est clair. Ok, mais en fait, juste pour bien comprendre, là où tu vas faire le choix de ta future ouverture et bah, finalement expansion, euh, c'est quoi l'occasion qui a fait que, en fait, parce que tu vois, si tu réfléchis à tes 4 langues, tu vas dire bon bah voilà, on est en Europe, on va faire bah, des langues qui sont plus ou moins parlées en Europe, hein, donc anglais, français, espagnol, allemand, italien, bon bah voilà, ok, mais oui, indirectement, tu t'ouvres au monde. Bah là, si on reprend l'espagnol, tu t'ouvres à l'Amérique latine. Et qu'est-ce qui fait que tu te dis, bah tiens, bah, coup de folie, je vais prospecter en Argentine. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est quoi? C'est une filiale qui est en Espagne et tu te dis, bon, bah voilà, elle a une filiale en Argentine, on va aller attaquer la filiale. Comme c'est des boîtes plus petites, il n'y a peut-être pas autant de filiales que ça. Donc, du coup, c'est quoi l'élément déclencheur du, du choix du premier ciblage de prospect que tu fais dans un autre pays? Après, c'est notre économie, justement, l'économie du SaaS, justement, je veux dire, voilà, le fait qu'en fait, qu'on a commencé à avoir la visibilité, justement, à travers certains médias, ou même, en fait, à travers, bah, voilà, Google, le produit, en fait, le contenu qu'on réalise, justement, il retombe en Amérique du Sud, en Espagne. C'est pas forcément juste un marché spécialisé. Et surtout, en fait, c'est là où on en vient à la question, c'est à partir de quand on se dit qu'il faut trouver quelqu'un dans le pays, en fait, de ses clients. C'est qu'en fait, bah moi j'ai deux collègues, j'ai un collègue au Mexique et en Argentine. C'est qu'en fait, on commençait à avoir beaucoup de clients et on a beaucoup de clients en fait dans ces deux pays, au Mexique et en Argentine. Donc là, ça fait carrément sens de vous dire en fait, les clients de ces pays-là ont envie d'échanger avec quelqu'un, surtout dans dans le même fuseau horaire, parce que voilà, nous de France, bah c'est pas le même fuseau horaire en Amérique du Sud, Ouais. d'accord.
Et en plus de ça, en fait, c'est pour la partie où en fait, ils ont besoin de parler avec quelqu'un qui est proche, déjà d'une, pour échanger. Donc c'est là justement, et c'est pourquoi maintenant on a 3 personnes, on a 2 personnes au Mexique et une personne en Argentine, parce que nos clients veulent vraiment échanger, et surtout en plus de ça, en termes de closing, en termes de, enfin, je veux dire, pour vendre nos CRM et même en termes d'accompagnement, ils ont besoin d'échanger avec quelqu'un. Et ça dépend des cultures aussi des pays, mais par exemple en Amérique du Sud, ils échangent beaucoup. Ils échangent beaucoup, ils posent beaucoup de questions, et avant justement de choisir nos CRM, ça peut prendre du temps en fait de savoir s'ils vont prendre nos CRM. Ou justement à l'inverse, en Allemagne, en réunion commerciale, limite envoyer un email avant. C'est quoi vos questions? Parce que quand ils viennent en réunion, ils ont déjà leurs questions et ça va être plié en 20-30 minutes et ça va pas déborder. Donc voilà, c'est là où on en vient en fait. À partir de quand? Du coup, tu as beaucoup de clients qui viennent de là parce que tu as déjà eu en fait des comptes qui ont été créés, des conversions qui viennent de tes résultats de marketing, d'accord? Et ben là, justement, c'est là où on a dit, bon, bah là, ça fait carrément sens d'avoir des gens là, dans ces zones-là. OK, et donc finalement, à chaque fois que tu changes de zone comme ça, est-ce que tu refais un ICP en fonction, du marché? Alors du coup, c'est vrai que nous, notre ICP, en fait, il a évolué en fonction de l'évolution de notre produit aussi. Donc bien sûr, on est toujours pour des commerciaux, mais en fait, au début, nos CRM, c'était seulement 2 abonnements. Maintenant, on en a 3, dont un qui est spécial pour les solopreneurs, parce que les fonctionnalités qu'on propose pour les solopreneurs qui font du sales toute la journée, c'est pas les mêmes que par exemple les équipes commerciales qui gèrent des appels à froid toute la journée. D'accord? Donc oui, c'est sûr que l'ICP, il grossit et il change aussi. Et après, du coup, pour vous donner un petit retour, mais en fait, en Amérique du Sud, on a beaucoup plus de PME que par exemple en France, ou en Allemagne, ou en Italie, où en fait, le tissu de solopreneur, il est costaud, il est super développé, PME aussi, et grand compte. Et en Amérique du Sud, justement, c'est plus des PME. Et donc là, à partir du moment où c'est des PME, nous, en fait, c'est important justement qu'on échange avec eux, parce qu'il faut former les équipes, ou il faut voir s'ils utilisent bien l'outil. Ça, c'est clair, c'est important. Ouais. Ouais. OK, là, je continue. C'est une question, pour l'ICP. Puis finalement, je pense que le persona, c'est la même réponse, donc où il y a des choses à refaire parce que bon, elle veut peut-être pas se trouver au même endroit qu'un persona qu'on pourrait retrouver en France, bon, sauf pour les, solopreneurs. Du coup, une autre question, c'est est-ce que tu as, pris appui sur les aides format des institutions type France Business, BPI, en local ou est-ce Alors, que ouais. est-ce qu'il y a eu des choses comme ça qui t'ont aidé? Alors du coup, c'est pour toute personne, en fait, si dans l'audience, ils veulent s'ouvrir en marché à international et qui sont plus la France, oui, il y a, par exemple, comme a mentionné Thérèse, il y a Business France. Business France, et du coup, moi, c'est un des programmes que j'ai fait. Il y a le VIE, où en fait, ça vous permet d'envoyer quelqu'un qui a moins de 30 ans ou 30 ans, en fait, pour ouvrir un marché et un peu ce rôle d'éclaireur. Donc, c'est sûr, ça, c'est vachement pratique parce que il y a plein de boîtes qui font ça justement pour le marché américain. Marché américain, là, demain, vous allez embaucher un commercial qui va vendre une solution. En termes de masse salariale, c'est un coût. Donc, faire en fait des choses comme ça, des aides publiques telles que Business France, ça vous permet en fait d'envoyer et voir et tester un marché. Donc ça, sois sûr, je recommande ce genre de choses et on l'a fait justement pour la Russie où on n'a pas continué en fait parce que la Russie c'était trop compliqué et puis en plus avec les événements actuels c'est compliqué. Mais là, c'est sûr, on a envoyé et après un an, on a testé le marché, on a vu ces problèmes que je te disais de données et même en fait de concurrence locale. On s'est dit bon bah non. Et c'est pour ça que maintenant nos CRN n'est plus disponible en russe. Mais donc oui, il y a des aides comme ça. OK, et pour poursuivre sur cette question-ci, est-ce qu'il y avait des limites ou des risques, à ouvrir, tant de marchés en même temps? Ou est-ce que tu avais identifié certains risques, et tu t'es dit: «Bon, bah, potentiellement ça vaut le coup, on a bien fait de risquer»? Voilà, en tout cas l'Allemagne, on est toujours là. Et en fait, ce qui est super avec le fait que vous ayez une solution en allemand et que vous ouvrez un marché germanophone, il faut comprendre 3 pays. Et un truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est que beaucoup d'Allemands aussi dans le monde. Moi, j'ai beaucoup d'équipes commerciales qui sont installées en Espagne. J'en ai même aussi au Mexique. Donc voilà, on est toujours là. Et l'Italie, pareil. Et je pense, en tout cas, si on a une solution française et qu'on veut s'ouvrir à d'autres marchés, c'est vrai que c'est pas plus mal de s'ouvrir à des marchés voisins en fait qui sont à côté en fait géographiquement, tels que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc ça, oui, je pense que c'est intéressant. OK, et il y a une question sur, le fait de rebondir sur, comment sélectionner le bon commercial, en VIE? Est-ce que c'est comme, un bon Peu commercial, importe, c'est le profil en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans une ouverture de marché.
En fait, il faut jouer la carte de. Moi, en fait, voilà, pour le marché germanophone, j'ai les connaissances de la culture germanophone, je connais la langue, d'accord, mais je sais un peu m'adapter et aussi comprendre en fait ce qui est à transmettre en fait à des francophones de mon équipe, par exemple, pour comprendre l'importance du marché. Donc, il faut vraiment en fait vous dire quand vous êtes dans une ouverture de marché, il faut vraiment jouer la carte d'être multiculturel, quoi. Enfin, il faut vous adapter en fonction des différentes Ouais. cultures. Ça, c'est sûr. Ouverture de marché, ça rime avec ouverture d'esprit aussi. Ah oui, c'est des choses un peu. C'est vrai que ça paraît basique de le dire comme ça, mais ça, c'est super important. Et c'est en fait quand vous êtes dans une expansion que vous pouvez vous permettre de recruter localement. Où là, en fait, ça fait carrément sens. Parce que, en fait, si vous recrutez directement en local, en fait, il va peut-être avoir des chocs culturels et des choses qui ne vont pas être comprises, enfin, des deux côtés. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Ouais. Ok. Et pour l'Allemagne, tu étais localement présent en Allemagne ou Alors là, c'est une question qui est intéressante. Encore une fois, nous, du coup, on est complètement détachés. On ne fait pas de réunion physique, mais par contre, on est présent en ligne sur le support avec nos clients et s'ils veulent un appel, réunion. Après, justement, le fait d'être présent physiquement dans un endroit, c'est sûr que ça dépend justement de vos services et du panier moyen. Ça, c'est clair, c'est important. Je sais pas, imaginons, vous vendez un produit à, je sais pas moi, 5 000 € le mois. Bah oui, c'est important que vous vous rendez en rendez-vous et vous vendez votre solution directement sur place. Ça, c'est clair. Mais après, dans notre domaine, en termes que SaaS et par rapport à nos prix, donc nous, on a une solution entre, que je ne me trompe pas, hop, on est entre 22 et 33 € par mois et par utilisateur. Là, voilà, enfin, je veux dire, demain, ça ne vaut pas de coup de se déplacer pour un solopreneur qui veut tester nos CRM, mais par contre, avec plaisir pour échanger en ligne ensemble, quoi. ouais, bah, ça reste assez logique. Ok. Du coup, encore sur les VIE, il y a des contrats à temps partagé. Alors, pour tout ce qui est contrat VIE ou EVIE, à vous de regarder sur Business France. Je pense que ce sera la meilleure information que vous pouvez avoir. Mais donc voilà, il y a plein d'autres solutions à tester. Voilà, mais nous, en tout cas, oui, on a testé ça pour les marchés européens. Ça marche bien. Et voilà, quoi. Ok, ça marche. Et donc, par rapport à toutes ces spécificités locales, est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques à mettre en place pour s'adapter rapidement peut-être à ces spécificités locales? Non, en fait, oui, je vais te dire oui déjà. En fait, le truc, c'est que je vais te donner un exemple, c'est qu'en fait, donc nous, en tout cas, dans notre cas, donc comme je te disais, on a un outil avec plusieurs fonctionnalités. Mais quand on développe une fonctionnalité, on ne veut pas faire une fonctionnalité sur un marché propre. Ça ne ferait pas de sens en fait de trop scinder en fait et dire bon, on a un produit spécifique pour tel marché. En fait, le moment où on va développer une fonctionnalité, il faut qu'on trouve un sens qui parle pour tout le monde. Et je vais te donner un exemple avec une nouvelle intégration avec WhatsApp. D'accord? Donc WhatsApp, l'outil de chat où justement nous en France, on utilise encore pas mal entre particuliers. On l'utilise pas trop dans le business. D'accord? Et pourquoi en fait on s'est dit il faut qu'on ouvre en fait cette intégration parce que ça a des bénéfices sur les différents marchés où on est avec des comportements différents. Donc en fait en Amérique du Sud, si vous voulez closer vos deals et échanger de façon régulière avec vos prospects, c'est WhatsApp. L'email, vous oubliez parce que du coup, il y a une surabondance, enfin, c'est limité, ça tombe en spam. L'appel ou la réunion, ça va durer longtemps ou justement, il n'y a pas forcément de choses qui sont fixées. Et en fait, ils vont être beaucoup plus à l'aise dessus de la conversation via WhatsApp. Là, ce que je vous donne comme retour, c'est mes collègues qui sont au Mexique et en Argentine. Et donc là, il y avait déjà un besoin. Et là, on parle vraiment d'entreprises qui sont en PME, qui utilisent WhatsApp au quotidien, en fait, dans leur business. OK? Et donc, nous, en fait, on s'est dit, bon, OK, il faut qu'on crée une intégration avec WhatsApp, que nos CRM puissent être directement intégrés à WhatsApp. Est-ce que ça fait sens pour l'Europe aussi? D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est justement, c'est qu'en Europe, en tout cas, ça monte de plus en plus, où les solopreneurs, en fait, utilisent ça pour garder un contact beaucoup plus proche. En plus que, par exemple, surtout dans le secteur B2C aussi, parce que B2B, c'est encore pas mal LinkedIn qui échangent entre eux. Mais du coup, avoir pensé, en fait, d'avoir développé une fonctionnalité, oui, ça a différents usages pour différents pays, mais ça a un sens pour tous. Donc, faut pas s'enfermer dans un truc où en fait, on va faire un produit qui est spécifique à tel marché et en fait, qui va peut-être pas parler aux autres. Donc, vraiment trouver les développements qui parlent à tous avec comment dire, des réflexes et des utilisations différentes. Mais tu vois, ce que tu me dis, c'est marrant parce que bon, moi, j'ai pas mal de familles en Espagne Mm. et tu vois, il y a des choses qu'eux font ou on fait bon, entre particuliers finalement, où tu te dis, c'est improbable de faire des choses comme ça en France parce que je vais te donner un exemple hein, d'avant, hein, l'usage du SMS, on l'a eu beaucoup en France jusqu'à l'arrivée de WhatsApp. Et c'est toujours pareil, tu sais, je pense qu'on
on est toujours dans le même principe où tu te dis, bon, ça fonctionne le SMS, pourquoi on va utiliser WhatsApp? Ou ça a fonctionné le SMS, ça a toujours fonctionné, ou on a toujours fait comme ça. Tu sais, même pour le SMS, qu'on en arrive à se dire des choses comme ça fait 10 ans que tu fais du SMS, tu dis, ben, on a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi je vais prendre un outil tiers, externe en plus, pour remplacer quelque chose qui fonctionne déjà? Et je vais te donner l'exemple d'Espagne. Tu vois, par exemple, en Espagne, bah, il y a moins d'oseille et les forfaits téléphoniques coûtaient plus cher. Et notamment, tous ces pays-là où ça coûte plus cher, où ils sont forcés de trouver des alternatives. Je vais te donner l'exemple de l'alternative. Au lieu, imagine, Grégoire, on est tous les deux en Espagne, on vit tous les deux en Espagne, nos forfaits nous coûtent une blinde, et j'ai envie de te dire, ouais Grégoire, je pense à toi, ou ouais Grégoire, pense à moi, ou machin, je vais te faire sonner ton portable une fois. Je vais pas t'envoyer un SMS, je vais pas machin, mais juste le fait de dire voilà, ben moi je pense à toi, tu vois, c'est genre je vais faire sonner ton portable une fois. Mais ce moyen dérobé de faire ce genre de choses, tu te dis, mais en aucun cas ça a traversé l'esprit de quelqu'un en France de dire je vais te faire sonner ton portable une fois pour dire hey, salut, oublie pas, ou m'oublie pas, ou je pense à toi, ou quelque chose. C'est quand même assez incroyable. De par le fait que le SMS coûtait bien moins cher. Les SMS Et même en Amérique du Sud, c'est la même chose. Et d'ailleurs, à titre indicatif, au Mexique et au Canada, c'est pas forcément WhatsApp, c'est iMessage. C'est iMessage et c'est pour ça que nous, justement, on a créé des modèles directement et vous pouvez envoyer directement des modèles depuis nos CRM vers iMessage parce qu'il y avait ce besoin-là aussi. Et c'est là où c'est marrant cette différence de marché. Mais voilà, en tout cas, l'exemple de WhatsApp, il est bien. C'est OK, on développe quelque chose avec WhatsApp, mais il faut que ça fasse sens pour tout le monde et par rapport à des différents ICP et personas, en fait. C'est ça. Ok. Ok, ok. Donc, finalement, pour la suite, on va maintenant parler de pièges. Est-ce que il y aurait des pièges, vraiment des gouffres à éviter, des choses qui potentiellement vous ont coûté du cash et vous auriez dit ah on aurait mieux fait d'eux, ou Bah, ouais, on va parler du flop là. On a traduit nos CRM en vietnamien. ah Et en fait, bah voilà, si on réalise le Vietnam, le fait qu'on parle vietnamien, c'est en partie au Vietnam. C'est pas forcément une langue qui est répandue dans d'autres pays. Et en fait, on l'a traduit. Et en fait, on a travaillé plus ou moins avec un revendeur. Et donc, la question du revendeur vient souvent quand on est dans le milieu du SaaS. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un revendeur, en fait, il revend d'autres choses déjà d'une, en partie déjà. Et en fait, le meilleur ambassadeur qu'il y a, c'est vos clients et vous, en fait. Vous, enfin, votre solution à vous-même. Donc là, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé, en fait, du coup, on a traduit l'application, on a traduit le site web en vietnamien. Et en fait, bah, au bout d'un an, on n'a pas vu de résultat. Et là, c'est sûr que c'était un flop en termes de marché, mais c'était intéressant de voir ça parce que je veux dire, demain, si vous voulez vous faire vraiment sur un marché où en fait il est que local, voilà, faut réfléchissez bien avant de vous lancer parce que du coup, c'était du temps de perdu en termes de contenu et en fait, bah, je veux dire, en termes de performance, on n'avait pas forcément acquis des nouveaux clients. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que sur des marchés comme ça, tels qu'en Asie, euh, ils utilisent beaucoup la solution en anglais. C'est pour ça que nous, notre solution en anglais, bien sûr que oui, on adorait qu'on n'a que des clients américains en partie, mais il faut vous dire, quand vous faites de l'anglais, vous visez le monde entier, en fait, c'est global. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui utilisent nos CRM en anglais, aussi bien aux États-Unis que par exemple en Asie, et même au Moyen-Orient. ok. Et du coup, moi, ça me fait penser une question. Est-ce qu'il t'est arrivé d'ouvrir des pays euh, juste par le fait que il y ait des sales qui soient détachés, hein, un petit peu comme c'est le cas chez nos CRM, et à se dire bah voilà, moi je suis en allemand, je suis n'importe quoi, je suis en allemand, j'ai été envoyé pour développer un pays, peu importe le pays finalement, hors Europe, un pays perdu. Et derrière, c'est de se dire, bah, moi, il me faut un outil, euh, je vais prendre nos CRM et peu importe, de toute façon, il est en allemand et, euh, et finalement, je suis pas obligé de prendre voilà, un outil tiers de la boîte américaine qui veut te faire utiliser son outil parce que Tu veux dire sur le fait que d'utiliser un outil dans plusieurs langues, enfin, si je comprends bien. ouais, en fait,
quelqu'un, je te dis n'importe quoi, qui doit développer un marché, donc un Allemand qui part dans un autre pays, ok, il va peut-être embaucher des gens du pays. En l'occurrence, lui, il a l'habitude de bosser avec nos CRM et il se dit, moi, je vais devoir recruter des gens qui veulent pas bosser en allemand parce que c'est pas leur langue et puis de toute manière, ce serait complètement con de les faire bosser sur un truc allemand alors que l'outil est sur X langue. Tu as déjà des équipes comme ça mondiales. Ouais. Qui l'utilisent, et vous, je suis sûr, c'est la même chose. Chez nos CRM, vous l'utilisez tous en anglais ou l'outil ou il Bah y en non, a... non, c'est que nous, en fait, sur nos CRM, on te permet de choisir la langue en tant qu'utilisateur. Donc, moi, Grégoire, je vais utiliser par exemple en allemand et toi, Vincent, tu vas utiliser en espagnol. C'est possible de Ok, scinder ça. Et justement, c'est là où c'est intéressant. En fait, quand on vise des boîtes, justement, qui sont de différents pays, parce que ça existe, on n'est pas les seuls à être dans différents pays. Et en fait, par exemple, je me rappelle, on avait une boîte qui était au Canada et aux USA, donc avec des équipes commerciales USA et Canada. Les Américains, ils vont l'utiliser en anglais, ok, et les Canadiens en français. Et là, il faut qu'ils aient leur pipeline aussi en français et les Américains aussi en anglais. Enfin voilà. Et donc du coup, chacun pouvait en fait adapter, utiliser les mêmes comptes, mais choisir la langue qui leur correspondait. Et c'est pour ça on a des équipes internationales justement. C'est comme ça. Ils sont en France, ils sont basés en Italie, ils sont basés en Allemagne. Et ben justement, chaque équipe commerciale met nos CRM dans la langue qu'il veut et ça permet pas de de clash entre les équipes, mais entre eux, de toute façon, quand ils se réunissent, ils doivent parler une langue et la plupart du temps, qu'on le veuille ou non, c'est l'anglais en fait parce que tout le monde ne connaît pas forcément les langues des autres. Ouais. ok. Et du coup, finalement, pour récapituler les pièges à éviter, le top 3. Bah, je redonne l'exemple, je suis désolé, du Bah, Vietnam. En fait, vous dire, vous arrêtez pas juste à la langue et à un pays. Et en fait, c'est de dire que cette langue-là, en fait, est utilisée dans plusieurs pays. Ça, c'est vraiment le truc. Ce que je disais, le Vietnam, bon, on a perdu notre temps pour un marché où il n'y a pas eu de résultat. OK. Et top 2, c'est vraiment pas regarder en fait ses clients et en fait juste à se dire bon j'ai eu des conversions et en fait de pas échanger avec les clients. Il faut absolument échanger avec les clients. Si on n'échange pas avec les clients, on va pas savoir en fait comment on peut faire évoluer le produit. Ok. ok. Donc, on est plus sur de l'investissement que sur de la perte de temps, sur l'échange avec les clients. Ne pas hésiter. En plus de ça, il doit y en avoir des plus bavards que d'autres, comme d'habitude. Euh, Non et le troisième juste il faut se dire qu'on n'est pas tout seul sur le marché et en fait vous dire que vous pouvez pas demain créer une usine à gaz et qu'en fait votre client il va utiliser que votre outil. C'est en fait se placer en fait et marcher avec les autres outils. Voilà, moi je veux dire par exemple là aujourd'hui on est avec Conisim, avec Casper, ils ont un super outil justement pour tout ce qui est génération de données, enfin d'avoir des bonnes informations de prospects. Et nous justement on s'est mis sur du no-code. Donc le no-code ça permet de connecter tous les outils sans être dev, ok. Et en fait nous ça a été un truc super important de dire bon nos CRM, vous pouvez le connecter avec les outils que vous voulez en fonction de votre marché. Parce que nous demain, on ne peut pas créer des intégrations natives avec tout le monde. Enfin surtout, je sais pas, en Amérique du Sud, il y a plein de solutions, en Espagne aussi, local. Et le fait que tu te places sur une plateforme comme ça, no code, ça t'ouvre la voie où en fait on se connecte avec plus de, si je me dis pas de bêtises, plus de 3000 applications. Donc ça t'ouvre plein de portes en fait. Et en fait, le client, tu vas le voir, il va te dire j'aimerais bien connecter nos CRM avec ça. Le fait que tu lui dis c'est possible, il y a du no-code, ça t'ouvre des voies, ça te permet de connaître un nouvel acteur local qui est dans le même écosystème que toi. Donc voilà, le top 3, c'est vraiment rester ouvert au marché et travailler avec les autres partenaires qui sont dans le ok. même. Ok, parfait. Et pour en finir avec cette série de questions, Grégoire, comment tu vas ou comment tu as mesuré et derrière ajusté euh, sur ces ouvertures et ces expansions? Je pense en fait c'est déjà voilà l'Allemagne par exemple en termes d'ouverture de marché déjà l'esprit que tu dois avoir c'est comme je te disais c'est un profil un peu hybride te dire ok t'es commercial il faut quand même que tu aies des compétences ou en fait un peu de marketing pour te faire connaître déjà c'est important et en fait de comment mesurer c'est par exemple pour l'Allemagne tu vois et même en général pour d'autres marchés on est dans une logique de croissance saine où en fait étape par étape d'accord et en fait ce qu'il faut mesurer c'est les résultats sur tes différents comment dire sur tes différents canaux d'acquisition, de dire ok, j'ai des nouveaux comptes qui ont été créés depuis mes efforts marketing, j'ai des efforts qui ont été créés depuis mes efforts de prospection, et regarder un peu en termes de conversion celui que tu dois plus optimiser, mais pas se renfermer sur un seul, parce que si tu te renfermes juste un seul, c'est qu'en fait demain les règles du marché changent, t'es un peu foutu quoi. Donc je pense c'est regarder un peu tes conversions d'où elles viennent et te dire justement à partir du moment où ça marche là, ok, il faut que je creuse un peu plus là-dedans quoi.
Ok, donc multicanal et mesurer et itérer là où il y a besoin d'itérer, mettre un peu plus de force là où il n'y a pas besoin forcément d'itérer et de se dire derrière, on ne peut pas se fermer un seul canal ou une seule typologie d'acquisition et ça à mesurer pays par pays pour le développement. Est-ce que ça, du coup, c'est bien entendu. Est-ce qu'il y a des pays, alors le Vietnam, on l'a compris, la Russie aussi. Est-ce qu'il y a des pays où tu te dis, on n'aurait pas misé dessus, en tout cas, quand ça a démarré, et aujourd'hui, c'est un pays qui est en croissance permanente. Bah, on a eu ça avec le Mexique, où au début, justement, on avait recruté quelqu'un en Argentine. Donc, voilà. Et puis, en fait, au Mexique, on a commencé à avoir des petits comptes, des comptes de PME, comme ça. Et c'est pour ça, justement, qu'on a fait venir quelqu'un. Parce qu'on avait vraiment une demande, en fait, qui était forte. Ok. Et par continent, est-ce qu'il y a des similitudes par continent, comme il peut y avoir euh, par pays, ou je te dis n'importe quoi, mais est-ce que l'Amérique du Sud va résonner euh, un petit peu comme pour une Europe au global, ou est-ce que c'est vraiment rien à voir? Bah, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart comme je te disais, on a des boîtes internationales, mais en majeure partie, ce qu'il faut savoir, c'est que les boîtes avec lesquelles on travaille, qui utilisent nos CRM au quotidien, eux, justement, ils font leur business dans le pays auquel ils sont. D'accord? Donc, par exemple, je te donne un exemple, une boîte qui est au Pérou, mais en fait, son business, il n'est pas connecté avec d'autres pays d'Amérique du Sud, c'est essentiellement sur le Pérou, en fait, qui fait son business. Ok, bah, Euh, finalement un peu comme en France. oui, c'est ça. Ouais. Encore une fois, selon business, mais ouais, effectivement, c'est ok. On a fait le tour des questions que j'avais pour toi, Grégoire. Est-ce que tu as des choses euh, à Bah, rajouter? ouais, juste encourager les gens d'aller voir l'extérieur. Je sais que ça prend du temps, mais nous, en termes de chiffres maintenant, la France, ça représente pour nous 40%, d'accord, de notre CA, et le reste, 60% international. Donc oui, international. C'est juste en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'international, il faut juste se dire, faut pas c'est se dire qu'une langue, justement, comme je le disais, s'ouvre à plusieurs pays, en fait, c'est ça. Ok, Tenter l'aventure, et je pense que ça peut apporter, et surtout en Europe, en plus de ça, nous maintenant, on fait partie d'un groupe où justement, on est avec d'autres logiciels qui sont en Allemagne, qui sont en Italie, qui sont en Espagne, en Pologne. Et c'est vachement intéressant parce que déjà en interne, on apprend vachement à bosser ensemble et à comprendre plus les spécificités des pays. Mais en tout cas, ça oui. doit énormément aider en termes de connaissances pays. Ouais. Mais je me pose une question parce que tu me dis 40% du business est en France, 60% à l'international. En termes de moyens humains, ça représente quoi ces 40-60? Est-ce que c'est bien réparti même entre le chiffre et le moyen humain ou pas du tout? Tu veux dire en termes d'employés qu'on est, c'est ça? Bah oui, le nombre d'employés que vous êtes, ou en tout cas, CRM vingtaine. Donc, en fait, pour comprendre, on n'est pas une équipe tech. Bah oui, sans les tech, il n'y aurait pas le produit que c'est là. Et après, on est parti justement casquette où en fait CS, Customer Success et Sales et Marketing un petit peu aussi. Mais justement, à l'avenir, quand on est dans une stratégie d'expansion, il faut splitter un petit peu et justement répartir, avoir vraiment une équipe marketing et sales. Et un truc aussi super important, et c'est ça qui est trop bien dans le marché, enfin, les départements marketing et vente, s'ils ne bossent pas ensemble, c'est mort. Il va rien se passer de plus, quoi. Enfin, il ouais, faut vraiment que le marketing soit son meilleur ami, aligné. c'est le Ouais. commercial, qu'on le veuille ou non. Parce que souvent, on entend ça, justement, qu'il y a des petits clashs. Non, non. Si tu veux vraiment une expansion, il faut que ça marche entre les commerciaux et les marketeurs. Ouais, parce que on a parlé des équipes ventes et au niveau du marketing, c'est la même limonade. Eux-mêmes doivent aller peut-être davantage creuser, ou vraiment ils s'appuient corps et âme sur les retours terrain des sales. Il faut bien sûr écouter ce que le commercial a à dire par rapport au call qu'il a eu ou des rendez-vous, ce qui peut donner de super bon feedback pour la suite, aider à créer du bon contenu. Mais le marketeur aussi doit bien regarder ce qui se passe sur le marché. Et moi, par exemple, je dis juste au quotidien, mais moi, demain, là, je dois travailler un peu sur tout ce qui est un peu expansion de marché en Amérique du Sud ou dans un pays. Bah, premier truc que je fais, c'est j'utilise mon VPN et je regarde Google ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que, enfin, il faut se mettre dedans et regarder en tout cas. Et oui, c'est la même sauce. Faut vraiment s'adapter en fonction du pays auquel tu vises, quoi. Ok, ça marche. Ok. Et sur un continent comme l'Amérique du Sud par rapport à l'Europe, en termes d'explosion là aujourd'hui en 2025, c'est quelque chose
Je te dis n'importe quoi, mais une boîte française qui est ouverte en Espagne, est-ce qu'il faudrait qu'elle ait peur d'aller attaquer le marché d'Amérique du Sud, ou alors faut y aller Alors là, c'est petit conseil en termes de pour les hispanophones parmi nous. On sait qu'en Espagne, on parle pas forcément les mêmes formulations de politesse qu'en Amérique du Sud. C'est pour ça que notre site, on l'a rendu de façon assez neutre, où en fait, on sait pas forcément qu'on vient d'Amérique du Sud ou d'Espagne. D'ailleurs, il y a plein de gens qui pensent qu'on vient d'Amérique, pour te dire comment on est tellement neutre. Et en fait, il faut vraiment là jouer la carte du neutre. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé quand même des formules de politesse pour pas directement du tutoiement. Donc, ça, c'est important. Mais en fait, si demain, vous êtes une solution qui s'ouvre à l'Espagne, enfin, dites-vous que vous ouvrez indirectement aussi à l'Amérique du Sud. Et ça qui est super. Et comme je te disais, avec l'intégration WhatsApp, le fait qu'on ait lancé ça, on a su faire grossir des super beaux comptes parce qu'on a répondu à un canal d'acquisition qui utilise leur canal de communication, quoi. Donc non, Espagne, faut le dire, bon bah vous ouvrez un autre continent qui s'appelle l'Amérique du Sud, quoi. Eh ben parfait. Ben écoute, on va en rester là. Il n'y a pas d'autres questions dans l'event. Eh ben écoute, Grégoire, je te remercie pour tous ces conseils. Et Petit puis, tour du monde ensemble. Voilà, c'était un petit puis un tour du petit tour monde. du monde en une petite heure, donc c'est cool. Je Mm. souhaite un bon appétit à tout le monde qui était là, qui a sacrifié sa pause déj pour être là. Merci Grégoire d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci pour tous tes retours d'expérience. C'était super. Et puis longue vie à nos CRM. Merci à Cognizum pour me faire confiance tous les mois. Et puis je vous souhaite tous une très belle fin de semaine. Ça marche. Salut à Salut. tous. Ciao. Sympa.